Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ils ont représenté la Bretagne et la France à la dernière édition de l'Eurovision. Et l'un des membres du groupe, Alvan et Aez, nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Bonjour Alvan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur cette folle aventure, sur votre parcours aussi. Vous aviez carte blanche pour être entouré ce matin. Sébastien Leclinge est à vos côtés, votre manager. Bonjour. Et Jean-Louis Brossard, qu'on ne présente plus, cofondateur des Transmusicales de Rennes. Bienvenue à tous les trois. Comment ça va Alvan? On a envie de savoir. Est-ce que la pression est-elle retombée? Elle est en train, ouais. Je redescends doucement de mon nuage, ouais. Je suis content de revivre un petit peu la vraie vie, en fait. D'avoir vu mes parents, enfin de ma mère, ma famille. Très content. Et quand vous êtes retourné chez vous, comment ça s'est passé? Accueil triomphal? Alors, accueil triomphal, ouais. Ouais, on s'est fait des câlins, on a raconté un petit peu toutes les péripéties et tout, tous ensemble. On a pris l'apéro, évidemment. Et on était très contents de se retrouver de manière simple, ouais. Après toute cette aventure de fou, ouais. Alors, on va pas bouder notre plaisir. On va écouter votre prestation que vous avez donnée à l'Eurovision. Quelques extraits. Alvan, je vous vois captivé. Vous aviez revu votre prestation? Eh ben non, même pas. Jamais? Si, j'ai dû la voir genre une fois ou deux fois, tu vois, pour voir quand même ce que les gens avaient vu de nous. Mais c'est vrai que je l'avais pas analysé, j'ai pas trop regardé. C'est vrai que là maintenant, je pense qu'on prend pleinement conscience que l'image a été travaillée de fond en comble par les équipes de France Télé, par toute la délégation française. Et du coup, c'est vrai que on est content que ça donne un produit fini de cette manière-là. Et en même temps, c'est vrai qu'on n'aurait pas eu les idées tout seul, tu vois. Comment on vit ce moment quand on sait qu'il y a au moins 180 millions de personnes qui nous regardent? Je rappelle que c'est la deuxième audience télévisuelle après la Coupe du Monde. Ouais, c'est ouf. Je sais pas. On réalise ou pas? J'ai pas conscientisé, moi. Personnellement, j'ai pas conscientisé. Je me suis dit, vas-y, je vais faire mon truc. C'est de la musique. C'est mon truc, c'est mon langage. Je parle de la musique, donc je vais aller au bout de ce truc-là. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Mais sinon, non, j'ai pas conscientisé du tout. En tant que manager, Sébastien Leclinge, comment on prépare à ça? Comment on prépare la compétition et puis on prépare aussi la déception qu'il y aura après En fait, on essaye plutôt de les inviter à prendre du plaisir sur scène, plutôt que de penser à toute cette pression qu'on peut vite se mettre. Et c'est le plaisir avant tout, le plaisir de jouer devant autant de téléspectateurs, quoi. C'est combien de mois de préparation, semaines de préparation, en tout et pour tout? 2 mois et demi peut-être, un truc comme ça, 3 mois peut-être. En tout cas, il y a quelqu'un qui est fier de vous et qui a tenu à le partager avec nous ce matin. On écoute. Salut Alvan, c'est Vlad. Alvan, c'est pour l'officiel. Je crois que Alexis, c'est pour les intimes. Donc, je vais t'appeler Alexis. Je voulais juste te faire un petit coucou, te dire que je suis super fier de ton parcours. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. On s'est connus en maison de disques. On s'est retrouvés à l'Eurovision. Et je suis persuadé qu'au regard de ton talent, je pense qu'on va se retrouver également très, 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 très vite dans un autre univers. Continue à être aussi créatif, à être aussi sympa et surtout reste toi-même. J'embrasse aussi très fort les copines d'Aez. Bisous. Trop mignon. Voilà pour ce message Merci, Vlad. de Vlad. Merci Qui est beaucoup. Vlad? Trop mignon. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors Vlad, c'est le premier. Moi, j'aime bien dire que c'est mon ange gardien dans le monde de la musique parce que c'est le premier qui m'a découvert quand j'ai participé au BPM Contest, donc le tremplin électro, tout ça à Paris. J'ai gagné ce truc-là.
Et Vlad faisait partie du jury. D'accord. Du coup, on commençait à faire connaissance et tout. Et puis, grâce à lui, de fil en aiguille, je signe chez Warner. Parce qu'il était DA parlophone. D'accord. Ou non, DA WEA. Enfin bref, chez Warner. Et on s'entend très bien. Il me met sur des plans, tout ça. De fil en aiguille, mon projet a été un petit peu décalé dans une autre cellule. Et lui est parti. Donc, il est aussi prof. C'est un excellent prof à Sciences Po. Paris, donc il écrit des bouquins, enfin le mec c'est une tête. Et j'imagine que des messages comme celui de Vlad, vous en avez reçu plusieurs après l'Eurovision. Mais même pas, enfin là tu vois vraiment moi, ça m'émeut un peu parce que c'est une surprise de fou, tu vois. Et c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et pour nous, donc je suis très 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 content. On est content que la surprise ait fonctionné. Jean-Louis Brossard, j'imagine que vous avez suivi cette aventure d'Alvan à l'Eurovision, de loin au moins. Oui, de loin, voilà, parce que j'ai pas pu le voir en direct. J'étais sur un festival à Brighton le samedi, mais j'ai envoyé un petit texto en lui disant bonne chance. Moi, j'aurais bien vu dans les premiers, mais bon, voilà, on savait bien que l'Ukraine allait gagner de toute manière, donc Non, moi j'ai pensé qu'il aurait pu gagner parce que le fait que ça soit dans une autre langue que l'anglais, l'espagnol, le portugais, enfin voilà, que peut-être, je sais pas, des pays de l'Est ou je sais pas, l'Estonie, l'Italie, ils auraient voté, ou les Norvégiens, enfin tout ça, quoi. Je sais pas, moi j'ai pensé que la langue jouait. Après, je sais pas vraiment comment ça se passe dans l'Eurovision, qui vote, voilà, ça c'est... En tout cas, c'est fait, on ne pourra pas y revenir. Vous avez parlé à la presse de belle revanche pour la culture bretonne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Justement, c'est une victoire, en quelque sorte, que la langue bretonne soit propulsée à un tel niveau d'audience ? Oui, complètement, parce que c'est vrai que quand on regarde... on s'est rendu compte que dans les autres pays, les gens, ils avaient une mentalité où ils ne s'attendaient pas du tout à avoir ce truc-là venant de France. Par exemple, Barbara Pravi, l'an dernier, c'était beaucoup plus attendu, c'était beaucoup plus en symbiose avec l'idée qu'ils avaient de la chanson française, oui, oui, baguette, tu vois. Un petit peu, c'est un peu le cliché pour les étrangers. Et là, le fait d'arriver avec une contre-proposition totale, en breton qui plus est, c'est vraiment cool parce que déjà le breton a été longtemps montré du doigt en disant ouais voilà c'est la langue des beaufs. À une époque les gens qui parlaient breton ils se faisaient cracher dessus. Enfin on part vraiment de loin. Donc moi qui ne parle pas breton, j'étais très fier de travailler avec les filles de AS qui ont énormément de talent. Et Marine qui a écrit les paroles d'ailleurs qui sont incroyables, elle les a écrites seulement en 2 jours. Et j'ai appris tout ça en phonétique et c'est un petit bisou que je fais à mes grands-parents. Oui, justement, vos grands-parents, votre mère, je crois, parle breton. Pas du tout. Pas du tout ? Je croyais que des femmes dans votre famille parlaient breton. J'avais lu ça. C'est ça, ouais. Mon arrière-grand-mère. Elle chantait en breton. Et justement, comment votre famille a vécu ça à travers vous ? Fierté, mais pas seulement sur le fait d'utiliser la langue bretonne. C'est plus sur le côté... Expérience, aventure humaine, tout ça, ouais. Plus qu'autre chose. J'imagine que vous avez dû entendre parler de cette édition en 96 où Dan Arbraz était à l'Eurovision. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà vu les images ? Non. Eh ben, c'est le moment, oui. C'est le moment de les re-regarder. Voilà, c'était Dan Arbraz en 1996 à l'Eurovision. Tout autre style, hein, quand même. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points communs. Jean-Louis Brossard, qu'est-ce que ça vous inspire de voir finalement entre 96 et 2022, c'est la culture bretonne. Oui, c'est de la culture bretonne, mais de toute manière, la culture bretonne, elle a pas mal changé. Hein. Voilà, mais c'est vrai que quand on écoute Alvan, c'est très différent, c'est beaucoup plus électronique, etc. Mais même s'ils veulent, à un moment, à travailler aussi avec de l'électronique. Enfin, je veux dire, en Bretagne, c'est passé beaucoup de choses dans différents styles de musique en utilisant la langue bretonne, avec plein d'artistes qui font pas la même chose. Ça, c'est formidable, quoi. Alors, avant l'Eurovision, vous aviez votre vie d'artiste. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant, comme chaque jour, on part à la découverte des trésors de notre région. Où nous emmènes-tu, Evan, ce matin ? Dis-nous tout. Salut Anne Fanté, alors je vais te faire une petite confidence, mais moi souvent, je m'achète des galettes toutes prêtes à la maison, même si je suis breton, et tout le monde me dit qu'elles sont très bonnes. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous montrer comment sont fabriquées justement ces crêpes et ces galettes qu'on peut trouver dans le commerce. Et donc Thomas, merci de nous accueillir à la crêpe de Brocéliande. Bonjour Evan, bienvenue parmi nous. Merci, donc vous allez nous faire découvrir votre entreprise, nous montrer comment vous fabriquez vos produits. Il y a combien de crêpes et de galettes qui sortent d'ici chaque année ?
Alors chez nous, c'est 80 millions de crêpes et de galettes qui sortent chaque année. Et malgré ce nombre qui est assez impressionnant, vous êtes toujours à la lisière de la forêt de Brocéliande. On est dans un petit village en campagne où il y a plein de maisons autour. C'est compatible ça avec le fonctionnement d'une entreprise? Exactement. On est implanté à Bois-Gervilly, au cœur du pays de Brocéliande. Donc l'entreprise a été créée en 1982 ici et on a toujours souhaité rester implanté au cœur du territoire. C'est une vraie volonté. Et il y a combien de personnes qui travaillent chaque matin ici? Aujourd'hui, on emploie 140 collaborateurs. Et donc vous expédiez des crêpes, des galettes dans toute la France? Voilà, Donc la Bretagne rayonne. C'est ça, on fabrique et on commercialise des crêpes et des galettes fraîches. Et alors justement, vous nous en avez préparé un petit échantillon, vous nous présentez un petit peu votre gamme de produits? Voilà, donc là on va retrouver les galettes de blé noir nature. C'est celles-là que j'achète et qui font un carton. Exactement, ça c'est les premières ventes de l'entreprise. Les galettes, ça représente une grande majorité de nos ventes. Donc ça c'est des produits conventionnels. Et vous allez retrouver des produits également bio. Voilà. Donc là, c'est un pièçage par 4, par exemple, pour le blé noir, et aussi des formats plus petits à base de froment. D'accord, ça c'est pour les petites fringales de l'après-midi. Et exactement. Là, vous avez aussi, ça c'est vraiment pour les flemmards, elles sont déjà garnies. Flemmards ou les personnes qui ont un petit peu moins de temps, des fois, pour cuisiner. Oui, j'avoue. Vous allez retrouver une galette jambon et mental. Comment vous faites pour choisir vos matières premières? Alors, j'imagine que vous faites ça avec pas mal d'exigences. Chez nous, il y a un travail de sourcing qui est important, où on va sélectionner des ingrédients le plus clean possible, et surtout dans un circuit le plus court. Quand l'ingrédient est disponible en Bretagne, il sera pris en Bretagne. Sinon, c'est made in France. 100% origine France. Dans le cadre du blé noir, on a beaucoup de champs de sarrasin en Bretagne? Alors, ça fait partie des enjeux de demain. Et justement, on travaille avec notre meunier pour construire des contrats tripartites pour donner plus de perspectives aux agriculteurs, à la fois sur des volumes et sur des prix. Ça veut dire quoi concrètement? Que vous vous engagez avec eux sur l'avenir en leur disant « si tu plantes du blé noir, t'inquiète, je serai là, j'en achèterai ?» C'est exactement ça, Evan, tout à fait. Et d'accord, donc ça c'est vraiment en gros vos valeurs de base, vous n'en démordez pas quoi. Fournir des bons produits avec des produits locaux. Exactement. Bon alors une fois qu'on a tous ces ingrédients, justement on passe dans la salle d'à côté, enfin les salles d'à côté, c'est là où vous fabriquez les crêpes et les galettes. Et pour ça il faut qu'on se mette en tenue, en Charlotte, ça faisait longtemps. Donc avant j'en profite et je mange une petite crêpe et on se retrouve tout à l'heure. Merci en tout cas Thomas. De rien, Evan. Vous Evan. pouvez en prendre une, faites comme chez vous. Merci. C'est la première fois que j'en mange. Merci Evan, à tout à l'heure. Bon breton que vous êtes. La galette et la crêpe, c'est la base? Ah bah la crêpe surtout. Pour moi la galette vraiment c'est un truc, c'est un biscuit. Ouais. Tu sais, on en parlait avec des potes, les galettes pour nous c'est des biscuits, c'est pas des crêpes. Ah d'accord. T'as les crêpes de blé noir et t'as les crêpes froment, etc. Mais les galettes pour moi c'est des petits biscuits. Ouais. D'accord. Alors on va revenir à la musique, si vous voulez y a pas de souci. bien. Y a pas de Alors problème. la musique a pris très vite ses quartiers dans votre vie. Est-ce que vous vous rêviez déjà musicien haut comme 3 pommes? Je pense à cette photo par exemple. Oh, c'est marrant. Ouais, carrément. Bah, ça a été très, très logique. Dans ma vie, j'ai toujours eu des instruments. J'ai toujours bougé en fest-noz aussi quand j'étais petit avec ma famille. Fest-noz, concerts, etc. Donc, pour moi, c'était très, très logique. C'était viscéral. Il fallait que je fasse ça. C'est là où était ma place. Donc, j'ai évidemment essayé de faire un petit peu... j'ai fait un petit peu d'études, mais je me suis arrêté avant le bac, tu vois. J'ai pas eu le courage de continuer parce que je savais très bien ce que je voulais faire et où j'allais me sentir à ma place. Et finalement, vous allez troquer la batterie pour la guitare, plutôt. Ouais, ça faisait trop de bruit à la maison. Pourquoi cet instrument? Ma mère, elle gueulait parce qu'il n'y avait pas la place de mettre une batterie déjà à la maison. Ouais. Et puis que la guitare, c'est mon premier instrument. J'ai commencé à apprendre la guitare quand j'avais 9 ans. Pour plaire aux filles. Bah, voilà, comme tous les guitaristes du monde. Incontournable et c'est universel. Hein. Ah ouais, non, vraiment. Ouais. Et au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai appris. Je suis tombé aussi amoureux de Slash, le guitariste des Guns N' Roses. Et c'est vrai que ouais, c'est mon premier amour, la guitare. C'est mon premier amour. Et vous allez très vite vous produire dans les bars. Qu'est-ce que vous retenez de ces années? Finalement, vous allez faire vos premières armes. Je retiens le fait de m'être fait un petit peu avoir. Parce que c'est-à-dire alors pour moi c'était la première expérience de ma vie en bar et puis en musique. C'est là où je présentais de la musique aux gens, tu vois. Donc j'avais mes platines, je mixais très très mal, j'étais très mauvais DJ, mais j'avais une bonne selecta, je mettais de la funk, etc. Et puis j'avais en plus-value ma guitare avec laquelle j'improvisais sur les morceaux que j'entendais. Et c'est là où j'ai commencé à entendre des gens dire « t'as une bonne oreille ». Donc j'ai commencé à essayer de faire en sorte que ça devienne un peu mon métier, entre guillemets. Sauf que c'était très très tôt, j'avais quel âge? J'avais
17 ans, tu vois, j'ai vous étiez déscolarisé majeur. fraîchement. Et j'ai fait quelques bars comme ça, et puis je me suis rendu compte que je me faisais avoir par rapport aux sous. Mais c'est pas ce qui m'intéressait, donc je me disais, c'est pas grave. Vous Et avez puis déjà après, entendu Jean-Louis Brossard de telles stories, comme on dit, les débuts un peu difficiles où on se Oui, fait un mais- peu avoir et en même temps on se Oui, mais laisse enfin, aller. c'est un peu le passage obligé, je pense, dans les bars. C'est ce qu'ont fait tous les groupes anglais, même français aussi maintenant. Mais c'est la grande culture dans les pays anglo-saxons, effectivement. Voilà. Ouais. Alors vous allez rencontrer votre futur manager, mais vous ne le savez pas encore, un tremplin musical à Rennes. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Alvan, Sébastien Leclache, la première fois que vous l'avez rencontré? Vous avez le droit de tout dire sur ce plateau. Ouais. Bon, sincèrement, on était plusieurs d'ailleurs. Jean-Louis faisait partie du jury à ce moment-là de la sélection pour le tremplin mosaïque. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens. Mosaïque, Ouais. Et en fait, moi j'aimais bien ce qu'il faisait. Ce qui m'a fait ne pas voter pour lui, parce que je n'ai pas voté pour lui. C'est le seul. Tout le monde a voté pour moi, c'est le seul. C'est vrai. Et c'est le seul que j'ai gardé. C'est qu'en fait, le gars, il faisait de la super musique, il était déjà suivi par tout un tas de gens. Il avait vraiment, vraiment beaucoup de followers, comme on dit aujourd'hui, quoi. Et je me suis dit, bon, il n'a pas besoin, il a déjà un label. Parce qu'à l'époque, tu étais sur C'est Électroposé, c'est ça, ouais. Et voilà, j'ai pas voté pour lui pour ces raisons-là. Je me suis dit, on va plutôt aller soutenir un groupe de jeunes qui débute vraiment, qui sort du bar, quoi. Alors que lui, il sortait pas du bar. Et justement, comment vous allez retrouver le même chemin ensemble? C'est en loge où il me demande hey, tes VST, là, tous tes plugins sur ton ordi pour faire de la musique, tu les as achetés? Alors moi, évidemment, j'étais très à l'aise. Non, pas du tout. Bah, pas du tout à l'aise. Non, c'est pas comme ça qu'on s'est retrouvés. C'est pas comme ça, c'est pas de cette façon-là. Mais après, on s'est retrouvés parce que j'avais finalement gagné le tremplin et que le prix de ce truc-là, c'était d'enregistrer un EP en studio. D'accord. Et le studio, c'était le garage de ce monsieur. Et là, on a passé une semaine ensemble. On s'est un peu découvert de cette manière-là et puis on s'est trouvés très potes en fait. Et puis Et on aujourd'hui, est c'est votre resté. manager. Mais même pas en plus, non. Pendant 2 ans après, je crois, Ouais. 2-3 ans, D'accord. on est resté potes sans vouloir forcément professionnaliser le truc. Moi, j'avais mon histoire de mon côté avec un label qui s'appelle, je sais plus comment. Enfin, j'avais signé chez Warner, donc je faisais ma story un peu de mon côté. Et puis il y a Seb qui était à côté, qui faisait aussi qui faisait tes bails. en fait. Ouais, voilà, et on se soutenait mutuellement en copains. Ouais. Et à un moment donné, on s'est dit au premier confinement, mais pourquoi on ferait pas notre label ensemble? Et c'est là où il est devenu non seulement mon manager, mon ingé son. C'est pas bien de dire mon. On dirait que je te possède. Je ne suis pas ton ingé son exclusif. Ouais, voilà. Mais ton manager, si tu veux, ton C'est ça. associé, Mais si tu veux. le manager du projet, l'associé du projet, donc on est coproducteur aussi sur ce qu'on fait. Et l'éditeur aussi, enfin bref. Et toutes votre les casquettes. mission au quotidien auprès d'Alvan, ça ressemble à quoi? Pour les téléspectateurs qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un manager, même si on sait qu'il est très proche souvent de l'artiste. Ouais, vaste mission. Déjà, première chose, le faire arriver à l'heure. Ouais. Ah, c'est mon point noir, ça. C'est mon point noir. Le réveil. Mais avant tout, c'est. On frôle l'irrespect. Hein. En fait, Vous êtes là pour nous, en tout cas. Ouais. Oui, Non, ouais, c'est vrai. La vérité vraie, c'est que c'est une grande aventure humaine, quoi. C'est on vit des grandes aventures tous les deux, et c'est vraiment un bonheur de partager ça avec lui parce que c'est un mec profondément humain et il a tellement de qualités à côté de ses défauts qui sont en fait, on s'en fout des défauts, quoi. Moi, je garde que le bon toujours, moi. Et non, c'est vrai que c'est une grande aventure, quoi. C'est Et Jean-Louis Brossard, comment vous avez vu évoluer Alvan? Parce qu'il paraît qu'il a fait des pieds et des mains pour être à l'affiche des transmusicales. Je ne sais pas s'il a fait ça, mais en tout cas, il est venu me voir dans mon bureau, il m'a fait écouter sa musique. Voilà, ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé de lui filer l'UBU, donc la salle de concert, une journée pour travailler, répéter, le son, un peu d'éclairage. Et donc, on a fait ce qu'on appelle un filage à 19h. Et là, je l'ai vu pour de vrai, donc voilà, avec des percussions, son ordi, sa guitare, son ukulélé, enfin, et il sautait d'un endroit à un autre, c'était absolument incroyable. Maintenant, il le fait moins parce qu'il a un batteur, il y a Dan à la batterie de Haïti, mais je veux dire, le gars, c'était incroyable, puis une énergie, mais il n'y avait pas de voix, il y avait que des voix que sur un morceau. Maintenant, il chante, parce qu'il a quand même fait 2 fois les transmusicales. Une fois, pas pour de vrai, mais c'était les trans invitent chez vous, et puis l'année dernière, quand même, effectivement, dans un vol, assez tard le matin. Ça représente quoi pour vous, les transmusicales, d'être sur scène? Pour moi, c'était la consécration. Ouais. Vraiment, quand je suis arrivé à Rennes, je me suis dit, tout le monde me parlait des trans, j'aimais beaucoup la musique, mais j'étais jeune, j'avais, je sais pas, 21 ans.
et même 20 ans, je crois. Et je suis arrivé, tout le monde me parlait des trans. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis intéressé, j'ai regardé toutes les vidéos de tous les artistes, mais tous les ans. Et je me suis juré, dans ma tête, la première fois que je ferai les trans, c'est pas en tant que festivalier, ce sera en tant qu'artiste. Je me suis fait... résultat des courses, j'ai pas fait les trans du tout en 8 ans. Donc c'est pas terrible quand même. J'ai attendu. Les paris réussis quand même. Mais ouais. Et puis pour moi, et puis même Jean-Louis, c'est un grand monsieur que j'admire beaucoup. Donc Gentil, mais... vraiment, ouais. Non, mais c'est bien. Allez, on marque une pause, on part retrouver Evan qui nous fait découvrir ce matin les crêpes de Brocéliande. Alors, avec Thomas, on a revêtu nos plus belles combinaisons de cosmonautes pour vous faire découvrir l'envers du décor de la crêpe de Brocéliande. Alors ici, il fait au moins, 8000 degrés, ou presque. J'avais une question. Quand on produit 80 millions de crêpes et de galettes par an, faut pas se planter dans la recette. Comment est-ce que vous faites, justement, parce que vous n'avez qu'une seule recette par type de crêpes, comment vous faites pour plaire à tout le monde? Alors nos équipes, les hommes et les femmes qui composent l'entreprise ont un savoir-faire qu'ils connaissent tous, ainsi que des méthodes de travail qui font qu'en principe, ou même systématiquement, ils ne se trompent jamais, avec une méthode de pétrissage bien connue de tous, qui fait qu'on se différencie de nos concurrents. Et du coup, est-ce que c'est une méthode qui se rapproche de celle que pourrait faire ma grand-mère à la maison? Exactement, vous avez très bien dit. On reproduit la façon dont on fait des crêpes ou des galettes à la maison à une plus grande taille, plus grande échelle. Alors ça se passe dans la salle à côté, mais c'est un peu votre secret de fabrication. Pourquoi? Parce qu'on a une méthode bien précise pour pétrir, la façon dont on incorpore les ingrédients notamment, et on souhaite la garder pour nous. Ouais, vous avez bien raison. Et alors ensuite, cette pâte, elle arrive ici dans ces sortes de manèges à crêpes. Expliquez-nous le processus. Alors la pâte, une fois qu'elle est préparée, arrive en cuisson. C'est la salle dans laquelle nous sommes. Elle est étalée sur le manège, puis ensuite elle va être retournée avant d'être refroidie. Et comment ça s'appelle ça? Ça va s'appeler un manège. Un manège, tout simplement. Tout simplement. Très bien. Alors on va continuer notre petite promenade. Je voudrais. Alors donc là vous nous disiez, voilà, c'est ça que je voulais voir. Là ce sont des crêpes. Il y en a combien? Vous avez une idée du nombre de crêpes qui passent comme ça Alors il y en a plusieurs centaines à l'heure, plusieurs milliers même. Et donc là, elles vont passer dans cette machine. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Elles sont cuites ici. Alors vous avez une première phase qui est la cuisson. Ensuite, le produit est retourné. Et il y a une deuxième cuisson sur cette machine. Voilà, exactement. Alors, juste avant, elle est cuite une deuxième fois sur cette machine. Et ensuite, les galettes vont être refroidies. Et alors, le refroidissement, ça tombe bien, commence à faire un peu chaud. Ça se passe dans la salle d'à côté. Où là, il fait genre moins 10. Non, peut-être pas moins 10, mais beaucoup. Et alors là, elles vont passer combien de temps à peu près? Là, elles vont passer à peu près 2 minutes avant d'être refroidies et conditionnées. Justement, le conditionnement, c'est dans la salle d'à côté. Et on va vous montrer ça tout à l'heure. On laisse un peu de suspense. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Nous, on revient sur la vie d'Elvan, notre invité du jour. Vous avez créé votre label Discord. Ouais. Votre album Magma est sorti également. On va écouter un extrait puisque Jean-Louis Brossard se demandait quel était cet album. J'aurais bien aimé voir l'album. Voilà, mais c'est ça. On va au moins l'écouter, Jean-Louis. C'est à vous. Peut-être qu'on va voir la pochette. Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà pour cet extrait. Pourquoi Magma? Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Alors Magma, rien à voir avec le groupe. C'est viscéral. C'est-à-dire que mon envie de faire de la musique, c'est un petit peu comme le magma qui coule d'un volcan. On s'y attend, c'est attendu, c'est évident. Comme mon besoin de faire de la musique, c'est évident. Je me suis pas posé de questions, c'est comme ça, il fallait que je fasse de la musique. Et cet album symbolise un peu justement ce désir-là, et puis la consécration aussi de pondre quelque chose sous la forme d'un album, parce qu'avant c'était toujours des EP. D'accord, donc c'est votre premier album. Ouais, exactement. Est-ce que c'est le disque de la maturité, comme on aime bien dire les journalistes? C'est exactement l'album de la maturité. Et les influences sur cet album, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous aviez envie de partager?
Je pense qu'il y avait beaucoup de choses. Il y a trop de choses limite. Vraiment, c'est ça aussi le problème. Hein. C'est il a fallu aussi Sébastien va avoir son trier mot les à morceaux. dire après. Ouais. C'est vrai. Hein. Il a fallu trier les morceaux qu'on allait mettre dedans parce qu'il y a beaucoup d'influences. J'adore le rock, le métal, le blues. Je suis grand fan de tout ce qui se fait avec une guitare. Mais à côté de ça, j'adore aussi des mecs comme Flume qui réinventent l'électronique. Et comme Tilassine, comme Fakir aussi, qui a mélangé des sons ethniques avec de l'électro. Et ça, pour moi, c'est vraiment très innovant. J'ai voulu mélanger un petit peu tout ça. Donc, on a une espèce de rock électro, musique du monde, où justement, je pratique le ukulélé avec un bâton en bois pour faire slider les notes. C'est un petit peu... il prend la place de lead dans toutes les chansons, sur les refrains, etc. Et maintenant, je chante aussi beaucoup plus. Et en tant que manager, Sébastien Leclinge, passer d'un EP à un album, ça suppose quoi pour l'artiste? C'est plus de titres, tout simplement? Plus de titres, Ouais. plus de choix à faire. Ouais. C'est vrai. Mais non, concrètement, un EP, un album, c'est pas très loin. On n'est pas très loin, quoi. C'est juste le nombre de titres qui change la donne, quoi. Jean-Louis Brossard, sur la scène rennaise, ils sont nombreux à se lancer, les artistes, dans leur label. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est courant. Oui. Pourquoi? Tout à fait. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, souvent. Et le problème des maisons de disques, c'est-à-dire que souvent, dès qu'on va signer, par exemple, c'est une major, et comme ça prend du temps pour sortir un disque, ça va des 2-3 ans, et puis à un moment, on s'aperçoit que la personne qui vous a signé n'est plus là, et que la personne qui la remplace ne travaillera pas sur votre projet. Donc, autant faire les choses par soi-même. Je veux dire, on y gagne à chaque fois, c'est sûr. Et c'est quoi les difficultés que l'on rencontre quand on lance son label? À l'administratif, pour ma part, une vraie galère. Ça a un duré manager, alors, on a le manager qu'on mérite parce qu'il me ressemble. Non, vraiment, évidemment, vraiment là, je pense que tout seul, j'aurais pas pu y arriver. Heureusement que tu as été là, qu'on salue Dom aussi, qui nous regarde sans doute, grâce à qui tout ça est possible. On est 3 dans la Et on est 3 dans le dos, ouais. D'accord. Ouais. Et avec les Fidaes, vous vous êtes essayé au groupe. Est-ce que c'est des choses qui vous donnent envie d'être plusieurs voix à chanter, puisque c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant? Vous étiez plutôt solitaire, disons. Oui, complètement. Alors, j'ai découvert le travail en groupe grâce à AES. Ouais, ça vous plaît ou pas? Ça me plaît beaucoup. En fait, je me suis aperçu que ce que j'aimais beaucoup, c'était la concrétisation rapide. J'avais des idées. Les filles étaient là, donc elles avaient leur voix, etc. Les 3 voix matchent vraiment très bien quand tu les entends. Enfin, elles ont des timbres différents, mais les 3 matchent ensemble. Et quand, par exemple, j'avais l'idée de faire une telle mélodie ou telle mélodie, elles étaient juste à côté, on enregistrait, et boum, c'était concret. Donc ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Ça vous donne des envies pour la suite? De réitérer l'expérience, peut-être? Oui, je pensais, moi, par exemple, à IBI, que j'aime beaucoup, ou des voix un petit peu comme ça, même, ça n'a rien à voir, mais Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, je suis fan de sa voix, le mec, en plus, il est ultra cool. Je serais très content de travailler avec lui sur un truc, ouais. Mais c'est vrai que c'est un travail différent. J'ai toujours peur de gêner et de pas être à ma place, d'imposer des trucs, tu vois. Tellement j'ai une vision... Et pourtant, ça a été facile avec les Fidaes, puisque vous êtes très bien complétés. Alors, pour le coup, justement, j'ai quand même imposé pas mal de choses. Hein. Elles sont arrivées, et je pense qu'elles ont dû me prendre pour un casse-couille le premier jour, parce qu'elles sont arrivées dans l'appart, je leur ai dit, bon, là, tu fais ça. Je les ai briefées, mais vraiment au poil, au millimètre près. Et je pense que d'un côté, je pouvais donner l'image du mec qui savait ce qu'il voulait, mais d'un autre côté, peut-être qu'elles se sont dit... faut un leader, quand même. Alors, c'est quand même beaucoup ce qu'ils nous demandent, tu vois, un petit peu, je pense. Quels sont les enjeux pour les prochains mois pour Alvan, Sébastien Leclinge? Eh bien, les enjeux, c'est déjà que l'album, ça prenne un petit peu, et puis aussi faire du concert. Il faut qu'on fasse des concerts, parce qu'il faut qu'on aille présenter sa musique, cet album. Et puis voilà, quoi. Est-ce que vous espérez que la promo va être boostée justement par votre passage à l'Eurovision? Parce qu'on vous a beaucoup vu dans la presse. Ouais. Vous espérez que ça puisse booster? On espère. Ouais. On espère, et puis en même temps, ça me semblerait pas incohérent que ce soit un peu boosté grâce à l'Eurovision. Après, c'est vrai que je pense que le public a une attente aujourd'hui qui est plus Alvan et AS. Alors que je pense que du coup, le projet qui nous intéresse, nous, c'est de s'émanciper et de montrer qu'on a chacun nos univers aussi distincts, quitte à refaire un featuring après, plus tard, sans doute, ensemble. Ça vaut peut-être le coup de reprogrammer Alvan au Transmusical. On va laisser le temps à notre ami Alexis.
Ouais. C'est quoi les Et pourquoi scènes que pas. vous aimeriez faire prochainement? Oh là là, il y en a plein. Il y a des dates de prévues pour cet été, à partir de juillet? Alors, il y en a une qui me tient beaucoup à cœur, c'est les Nuits de l'Erdre, à Nord-sur-Erdre. C'est le 2 juillet. D'accord. Et ça me tient beaucoup à cœur. Parce que j'avais participé au tremplin en 2020, pendant le confinement, tu sais. Et je m'étais inscrit à ce truc-là. Ils ont retenu mon truc. En 2020, c'était pas possible. En 2021 non plus. Et là, en 2022, ils repensent à m'inviter et tout. Et ils m'appellent et ils me disent « T'es toujours chaud ?» machin. Donc vraiment, moi, ça me tient à cœur d'y aller. Et puis, ils ont été très, très cool. Et c'est facile de trouver des scènes pour de jeunes artistes aujourd'hui? Il faut s'y prendre à l'avance. C'est quoi la méthode? Il y a plusieurs chemins. Il n'y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette miracle. Il y en a, ils commencent dans les bars, il y en a, ils commencent directement. Il y en a qui jouent dans les discothèques. Enfin bon, c'est dans les clubs, il y a plein de. C'est quoi la difficulté aujourd'hui, Jean-Louis Brossard? La difficulté concrètement pour les jeunes artistes de trouver des scènes où se produire, en plus avec ce contexte particulier. C'était un peu bizarre ces 2 dernières années. Mais le problème qu'il y a, c'est surtout sur certains festivals où la prog avait été faite déjà 2 ans à l'avance, 1 an à l'avance. Alors pour des tout nouveaux artistes qui se lancent maintenant, c'est un peu difficile parce que les choses ont déjà été faites un peu avant. Et voilà, et puis il y a un public, il faut le dire quand même, qui est un peu frileux. Il y a pas mal de gens qui sortent moins. Voilà, c'est encore le cas, vous trouvez? C'est encore le cas, vous trouvez? Oui, c'est encore le cas. Bon, enfin, d'un autre côté, ici, on habite à Rennes, qui est une ville où il y a des concerts, je sais pas, au moins une dizaine chaque jour. Donc, il se passe plein de choses, que ce soit dans des salles, je veux dire, dans des bars, des festivals, dans tous les styles de musique. Donc, voilà, on sait qu'il y a un petit peu moins de monde à y aller, mais quelque part, ça va bien, ça se passe plutôt bien. Voilà. Et je pense que, bon, pour Alvan, donc, il y a eu les trans. Ce qui est important, c'est effectivement l'album qui vient de sortir. Et je veux dire, c'est toute la promotion qui va aller avec, qui va faire que ça va sortir. Et moi, je pense plus qu'il tournera beaucoup plus facilement sur 2023, moi. Oui, d'accord, on est déjà à 2023. Oui, parce qu'on a déjà beaucoup avancé. Les festivals, tous les festivals d'été, leur prog, elle est finie depuis 1 an presque. Donc, puis avec la Covid, il y a un peu embouteillage. Oui, c'est ça. La temporalité a changé. Allez, on file une dernière fois voir Evan du côté des crêpes de Brocéliande où il nous attend. Alors on continue notre formidable épopée au cœur de la crêpe de Brocéliande avec la dernière étape, mais pourtant très cruciale, c'est le conditionnement des galettes et des crêpes. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très technique. Exactement, en fait, les galettes vont sortir du refroidissement. On va les empiler, donc là en l'occurrence par 6, pour ensuite les mettre en sachet. Alors, juste, la machine qui les empile, elle fonctionne avec un laser, ça c'est quand même dingue. Oui, alors il y a un laser qui vient détecter la galette avant de l'empiler, tout à fait, exactement. Et donc ensuite elles sont placées dans ces emballages. Oui, elles vont être mises en sachet avant ensuite d'être contrôlées et d'avoir une étiquette qui va venir se coller sur la face supérieure du sachet. C'est une volonté de garder un emballage simple? Alors c'est un produit traditionnel et on a en effet un visuel... Ah oui, on voit la galette là. Hop. Oui, exactement, tout à fait. Je vais vous embaucher pour faire mes paquets de cadeaux à Noël, ce serait tellement plus facile. Et ben maintenant on va aller dans le jus, hop, à côté, tac. Attention, voilà. Donc là c'est vraiment la toute dernière partie. On va laisser passer Fabrice avec la caméra. Et donc là on voit les cartons qui sont prêts à être expédiés. Où est-ce que vont partir ces galettes, par exemple? Où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Alors vous pouvez trouver nos produits dans les grandes et moyennes surfaces, chez Leclerc par exemple, Système U ou Intermarché, Carrefour. On est commercialisé partout en France. Ah d'accord. Et aussi dans les magasins bio, parce que vous avez une gamme bio, vous le disiez tout à l'heure. Et exactement, on a une marque dédiée au réseau spécialisé bio qui s'appelle La Crêpière. Et alors, vous vendez plus de crêpes ou de galettes? On vend plus de galettes, on vend une grande majorité de galettes de blé noir. Comment ça s'explique ça? C'est le marché. Le consommateur fait sa crêpe à la maison, alors que sa galette, il va davantage l'acheter pour la garnir à la maison. Et alors justement, ce serait ma dernière question, quand on fait des crêpes et des galettes, on peut se dire que ce sont des produits simples, mais pourtant vous innovez sans cesse. Comment vous faites? Bien sûr. Alors pour innover, c'est très important de bien connaître ce qu'attend le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, il attend quoi? Il attend d'être rassuré sur l'origine des produits. Donc on appose, nous, vous le voyez, Origine France. On est sur un blé noir garanti Origine France. On va le rassurer aussi sur les qualités nutritionnelles.
En apesant le Nutri-Score, tout à fait. Là, on est sur un Nutri-Score B. Donc ça, c'est vraiment la préoccupation du client actuellement, c'est avoir des bons produits, quoi. Exactement, le consommateur veut des bons produits, circuit court, sain, simple, peu onéreux. Et ben moi, ma préoccupation après cette visite chez vous, c'est quand est-ce qu'on mange. Et ben c'est bientôt, voilà. Merci beaucoup en tout cas, et bonne journée, bonne continuation. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup à Evan. À demain, Alvan. Est-ce que le public breton aura la chance de voir se reformer le groupe qui nous a représentés à l'Eurovision? Est-ce que c'est prévu? Alors c'est pas prévu parce que là, je t'avoue qu'on sort de cette épopée Eurovision, donc on n'a pas eu le temps forcément de se focus sur autre chose, notamment qu'en plus il y a eu mon album, donc là on n'a pas prévu de se revoir, mais si on se revoit, ce sera spontané et on fera un truc très certainement, sans doute de la musique, tu vois, pour changer. Mais non, on verra par rapport à nos envies, par rapport au moment aussi. Et vous restez quand même en contact? Bien sûr, Ouais. bien sûr, on s'apprécie beaucoup. Ouais. Alors il paraît que dans votre to-do list, il y avait continuer à s'initier au breton. J'ai abandonné. Ah bon? Je vais pas mentir, j'ai abandonné. C'est galère. Ouais. C'est galère, ouais. Et en même temps, vous dites que ça a été une réelle prise de conscience pour vous, cette aventure avec Oui. les filles, le breton. Alors c'est l'aventure humaine. Par rapport au breton, pas vraiment, parce que j'ai pris conscience de certaines choses par rapport au passé. Le breton, voilà, les gens qui parlaient breton, on leur lançait des cailloux et tout, c'est abusé. Mais par rapport au breton, non, c'est plus l'aventure humaine qui laisse des traces et que je me dis, ok, on a quand même fait connaissance de gens complètement incroyables. C'est comme une grande colonie de vacances, tu vois. Donc on a vraiment aimé beaucoup. Et ça laisse des traces, parce qu'on a envie de recommencer ce genre d'aventure. Et qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Comment vous vous projetez dans les prochaines années? Je m'imagine sur scène, parce que pour moi, c'est tellement logique que je suis très déterminé depuis que je suis tout petit. Et c'est là où je finirai mes jours, c'est sûr. En revanche, je m'imagine aussi à faire de la musique nouvelle, à créer des choses qui n'existent pas, ou du moins que j'ai pas entendues. Parce que c'est pour ça que je fais de la musique. Comme disait Jean-Louis tout à l'heure, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je pars de ce principe-là, c'est pour ça que maintenant je chante dans mes chansons et que j'essaye de créer quelque chose, même s'il n'y a pas de sens dans les paroles, au moins musicalement c'est intéressant et ça me donne des émotions, quoi. C'est quoi les atouts d'Alvan, selon vous, Jean-Louis Brossard, aujourd'hui? C'est d'abord un garçon qui sait écrire des chansons avec beaucoup d'énergie et c'est un super guitariste, c'est vrai. Merci Et c'est dommage qu'à l'Eurovision, on n'entendait pas sa guitare parce que ça aurait pu aider C'est le peut-être. petit regret que vous avez. Ah ouais, c'est un super guitariste, c'est un très grand guitariste de rock, super. Ouais, puis moi j'aime bien comment il parle parce que ça veut dire qu'on se reverra aussi peut-être dans un an ou deux, etc. avec un nouveau projet parce que voilà, il a envie de faire des choses très différentes. Ça c'est bien. Ça va ressembler à quoi pour vous les prochains mois? Sébastien Leclinch, en tant que manager déjà? Les prochains mois, ça va être quelques dates de concert, la promo de l'album, parce qu'il va falloir la faire. Il y a du boulot là-dessus. Et puis continuer à avancer de sur notre label. On a pas mal, même beaucoup de choses à faire. Et, faut tout faire. et voilà, il faut aller de l'avant de toute façon, toujours. Quoi. Votre label est amené à prendre d'autres artistes ou pas? Alors pour l'instant, c'est un peu prématuré d'y penser, mais c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion, on s'est dit pour l'instant, c'est d'abord une maison de prod qui permet de garder les droits sur ma musique. Et après, évidemment, je pense qu'on va pouvoir produire des gens et puis même leur proposer des productions, leur proposer une réalisation, leur proposer une DA, etc. Histoire qu'on ne soit pas juste une boîte de prod où les gens postulent. C'est pas où les artistes postulent. Ce serait même limite de la coproduction. Ce serait limite de la coprod. C'est-à-dire qu'il faut intéresser les gens parce que sinon, comme tu disais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et C'est ça. Si c'est pour décider à leur place, c'est pas possible. Et puis si on sent par exemple qu'on n'a rien à leur apporter, on va pas faire ça de manière bête et méchante, vénale, ça sert à rien. Vous voulez garder le côté humain. Ouais, complètement. Merci. L'amour de la musique. L'amour de la musique, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alvan, d'avoir pris le temps d'être venu sur notre plateau. Merci Stéphane Leclinch, merci Jean-Louis Brossard d'avoir été avec nous. C'est Sébastien, pardon, Leclinch, on m'a dit. J'ai l'habitude, excusez-moi. C'est l'heure de la photo de fin d'émission. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. Très belle journée. À demain. Excusez-moi, c'est toujours un problème chez moi. On est prénom. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Alors, I never seen anybody do the things you do before. Alors. Dance for me, dance for me, dance for On va me, voir. oh. I never seen